Donc je vous parle juste de ça. Mais tout ce qui est marqué là dans ce truc sur la créativité, c'est super intéressant, c'est bien fait. Il y a un autre truc que vous pouvez aller voir sur Internet, vous connaissez sans doute peut-être Steve Johnson, qui a fait une vidéo, qui a fait des livres, une vidéo, des entretiens et tout. Ça s'appelle « Where do ideas come from ?» C'est la même chose que ce qui vous est dit dans ce papier. C'est très bien expliqué. Donc j'ai pas besoin, moi, de vous le réexpliquer. Moi, je vous parle d'un truc en particulier. Comment on pourrait expliquer cette illumination en prenant les dernières nouveautés de la physique. Je dois rester debout comme ça, je dois appuyer sur un bouton. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te mets là. C'est Enter? C'est les flèches ici. À droite ou à droite pour avancer. Ah voilà, Alors les 2-3 premières slides, c'est un résumé de ce qui vous est dit dans le truc, donc je vais peut-être aller vite parce que ça n'a pas d'intérêt. Vous lirez le truc sur la créativité chez vous. En fait, à la fin, la dernière stat, ce que je voudrais faire, c'est faire des recommandations. Si vous faites un Creativity Day, comme ce que fait la société de logiciels Atlassian. Donc eux ce qu'ils font, ils ont un jour où les programmeurs ne sont pas sujets à la hiérarchie. Ils peuvent coder là où ils veulent. Il y a un pique-nique, un buffet qui est fait. Ils mélangent un peu les activités de loisirs et les activités de travail. Et ils font ça de temps en temps. Voilà, pour eux, c'est une activité où il y a des... Ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin de la journée, il y a des innovations un petit peu originales qui sortent par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc eux, leur truc, leur philosophie, quand ils font ce Creativity Day, c'est le laisser-faire. C'est-à-dire les programmeurs font ce qu'ils veulent, ils vont coder là où ils veulent, ils mélangent le loisir, le travail, c'est un peu le bordel, mais enfin ça donne des résultats. Voilà. Alors attention, quand on parle d'intuition en psychologie, c'est les pensées immédiates. C'est un peu proche de ce que vous connaissez, vous les informaticiens, le Random Event Generator. Donc il y a du mauvais et du bon. Quand on dit j'ai eu la bonne intuition, j'en ai eu l'intuition, on oublie toutes les mauvaises intuitions qu'on a eues. Donc il faut faire attention avec le concept d'intuition. C'est du hasard, il y a du bon, du mauvais. Hein. On dit, après coup, on dit j'ai eu la bonne intuition. Hein, mais on oublie toutes les mauvaises idées qu'on a eues. Voilà, alors en psychologie, ils définissent l'intuition, c'est la pensée immédiate. Puis l'autre, c'est quand on réfléchit, la pensée analytique et logique. Hein. Voilà. Dans le truc, là, ils font un point sur l'incubation d'idées, ça c'est important. Et évidemment, l'intuition, pour qu'elle vienne dans ce processus, il faut un peu relâcher son esprit, penser un peu à autre chose. Ça, vous le savez. Voilà, alors. Donc, le manuel de psychologie vous dit que si vous voulez faire la différence, être plus créatif, ben, ça vient d'un truc qui s'appelle l'illumination. C'est une pensée immédiate, ben, peut-être ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Pas souvent, mais pourtant je ne suis pas Einstein. Bon, il vous vient une solution comme ça, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Et tout d'un coup, en fait, vous avez la satisfaction d'avoir la solution globale, et c'est après que vite vous prenez un bloc-notes et vous notez les détails de cette solution. Alors que dans la créativité normale, on construit quelque chose peu à peu, avec une période, avec un phénomène d'incubation, puis à la fin, on arrive à une solution globale et on a la satisfaction d'avoir bien compris cette solution globale. Là, c'est un peu l'inverse. Alors d'où ça vient, comment ça marche? Quand on demande au prix Nobel, donc d'où vient votre découverte, comment vous avez inventé le vaccin contre le sida ou quoi, bon, ben, la plupart ils disent j'ai suivi mon intuition, c'est grâce à mon intuition. Ils ne vous disent pas c'est grâce à la démarche scientifique, c'est grâce à mon raisonnement qui est très rigoureux, c'est grâce à ma méthode Scrum ou quoi. Alors, l'illumination, donc c'est un phénomène rare et élusif. Ben, je vous ai dit, bon, il
il y a l'histoire du mathématicien là, qui avait des difficultés avec son axiome. Pendant des semaines et des semaines, il cherchait à finir son axiome et il ne trouvait pas. Alors il a tout emballé dans sa sacoche, il dit je vais sortir, j'en ai marre. Il prend le bus et au moment où il met son pied sur le marchepied du bus, toute la solution lui vient comme par magie. Et il se précipite à l'arrière du bus, il prend des notes et tout, il essaie de se souvenir du flash qu'il a eu. Ça vient sous forme de flash. Alors, les prix Nobel, c'est le haut de gamme. Là, je vais vous parler du bas de gamme. Donc, parce qu'il y a eu un programme qui a duré environ une vingtaine d'années. Ça s'est arrêté au milieu des années 90, où en fait on a payé des officiers de l'armée américaine à être intuitifs, en essayant d'imaginer. On leur donne des photos satellites, des satellites espions sur les activités de l'Union soviétique. On leur montre des zones qui sont bâchées, où il y a des hangars, comme là. Et on leur dit, essayez de deviner ce qu'il y a sous ce hangar. Bon, on a fait ça pendant 20 ans. Les Russes aussi ont fait ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, il y a des résultats exceptionnels, des résultats complètement catastrophiques, des résultats moyens, et puis des trucs qu'on ne sait pas trop. Ouais. Alors, là, Jessica Hutz, je vous dis qu'elle a été présidente de l'American Statistical Association en 2007. C'est pour vous dire que c'est une autorité en statistique, en fait. C'est vraiment une très bonne. Donc, pour elle, elle a regardé tout ça. Elle a fait ce qu'on appelle une méta-analyse avec des travaux qui avaient été avant ce programme et après ce programme à Princeton. Ils ont fait un autre programme de 20 ans, donc elle a une grande base de données. Donc elle dit, il y a quelque chose. C'est-à-dire que l'intuition, normalement, ça devrait être comme ça devrait donner les résultats d'un random event generator, du hasard. Mais là, on a un petit peu mieux que le hasard. Donc il y a quelque chose. Il y a ce qu'on appelle une anomalie. Une anomalie scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué par le paradigme scientifique actuel. Voilà. Alors, ce qu'ils ont fait, bon, c'est pas quelque chose à faire de payer des gens de 9h du matin à 5h du soir, du lundi au vendredi, être intuitif, ça ne marche pas en fait. Bon, ça, Alors, on a besoin de juste 3 trucs pour expliquer que cette illumination, cette solution qui nous vient comme ça, comme par magie, on ne sait pas où, ça vient en fait de notre cerveau futur. On a juste besoin de 3 trucs. On a besoin de la relativité d'Einstein, qui nous dit que le futur existe déjà tout autant que le présent, tout autant que le passé. Voilà. On a besoin de cette rétrocausalité dont je vous parlais. Là, je le prends chez Costa de Beauregard, mais il y a une douzaine de physiciens importants qui l'ont traité. On le fait émerger dans le cerveau au niveau macroscopique, dans une petite zone du cerveau. Le reste du cerveau, comme vous savez, il a la mémoire du passé, c'est à cause de la thermodynamique. Hein. Mais je fais l'hypothèse d'une petite zone du cerveau où il y aurait un renversement de la flèche du temps. Voilà. Donc on aurait une petite mémoire flash du futur. Je développe pas trop là, vous avez compris? Si. Il y a un colloque sur le temps, le 9 juin, où il y a un physicien qui va parler de ça. Bon, ça c'est juste pour vous dire que les 3 trucs, c'est pas des hypothèses ou des théories, c'est des expérimentations en physique. Donc c'est pour vous dire que ça existe vraiment. Là, il y a les corrélations quantiques renversent la flèche thermodynamique du temps. L'autre, c'est les photons, au lieu de les corréler dans un laboratoire, on les prend qui viennent d'une étoile qui a 600 ans. Là, le 3e truc, c'est toujours une variation de l'expérimentation OPR. On vous dit, on mélange les causes et les effets, hein, rétrocausalité. Et ça, c'est dans une expérience actuelle, hein, c'est pas une hypothèse ou une théorie.
Et on vous dit, ça mélange la notion du temps. Bon. Après ça, je vous mets ça parce que dans la American Psychological Association, ils ont un journal là, de mars 2018 où ils parlent de ces anomalies et un des chercheurs parle de rétrocausalité dans le texte. Voilà. Alors, une anomalous cognition, ça cette tête-là, mais je passe. Hein. Alors, donc, après, comment ça marche? Quelles sont les conditions psychologiques pour avoir cette petite information qui vient du futur? Alors ça, tous les chercheurs, ils n'ont pas trouvé pour l'instant. Moi, je vais faire une petite hypothèse. Je vais me prendre pour Einstein, ok? Comme ça, un caractère élusif qui parle d'effet de déclin, de beginner's luck, c'est-à-dire la chance du débutant, effet de déclin, tout ça, moi ça me fait penser que c'est lié à la mémoire. Je prends l'anti-mémoire et j'ai la nouveauté et l'oubli. Ça paraît deux éléments importants. Après la mémoire, effectivement, c'est lié à l'émotion, il y a la compréhension derrière. Bon, il y a dans cette formule que je ne connais pas, il y a au moins deux éléments, à mon avis, la nouveauté et l'oubli. Donc si vous voulez être dans un état réceptif par rapport à votre cerveau futur, c'est un processus qui est rare. On est bien d'accord. Il faut vous mettre dans un état où vous avez oublié le dernier créativité D et vous fassiez, vous ayez un environnement complètement nouveau dans tous les domaines. Alors au niveau de Atlassian, eux, ce qui changeait, c'est qu'ils changeaient, bon, il n'y avait pas d'autorité, on mangeait sur place et on mélangeait le loisir et le travail. Il faudrait faire une liste, au moins, avec une trentaine d'éléments, vous voyez. Voilà. Et donc en fait, ça revient à casser vos habitudes, ce jour-là, radicalement. Oui. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par anti-mémoire et je ne comprends pas le mot nouveau. Alors, si cette illumination, elle décline avec le temps, parce qu'ils ont fait des expériences depuis des dizaines d'années, c'est que c'est lié à la mémoire. Donc pour avoir cette illumination, on cherche l'anti-mémoire. L'anti-mémoire, à mon avis, c'est la nouveauté, l'oubli. Si vous êtes d'accord, non? Mais je ne sais pas ce que c'est la nouveauté. La nouveauté, vous ne savez pas ce que c'est? Oui, je ne sais pas. Le changement, vous savez ce que c'est? Quand on change, oui, on change, on le arrive à quelque chose de changement n'est nouveau. pas la nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc quelque chose qui est complètement nouveau. Voilà. Vous passez à côté sans même apercevoir. Ah Parce bon? que vous n'avez pas les concepts pour l'apercevoir. Vous ne réalisez même pas que c'est là. Bon, alors je vais vous dire. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler en indoor? Hein? En indoor? Oui. Oui. Eh bien, la nouveauté, ça serait de travailler dans les Préalpes, dans un camping, en Non, mais outdoor, ça, sur la c'est des table de concepts qui camping. sont connus. Vous combinez les concepts qui sont connus. C'est pas nouveau, ça. C'est-à-dire? Vous combinez des choses qui sont connues. C'est pas nouveau. Ah ben, si vous n'avez jamais travaillé en outdoor, c'est nouveau pour vous, ce jour-là. Non? Ouais, C'est une question de C'est référentiel. plus au Ce sens, sera nouveau, votre c'est pas cerveau, au il sens est où pas ça câblé n'existait pour pas faire avant, ça. c'est au sens où tu le pratiquais pas avant, je pense. Oui, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de la plongée sous-marine, par exemple. Ça serait nouveau pour moi d'en faire. Et ce jour-là, le jour où j'en ferai, je ne suis pas obligé d'aller au Bahamas, je peux aller à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ça sera vachement nouveau pour moi et mon cerveau sera plus créatif Oui, mais- dans le cadre de cette hypothèse. Vous pouvez Ce acheter que ou je pas veux d'acheter. dire, c'est que vous avez les concepts pour comprendre. Vous parlez de ça et vous arrivez à vous l'imaginer. C'est pas nouveau pour vous. Vous l'avez déjà dans la tête. Non mais de le vivre, c'est nouveau. Oui. Ah oui, c'est ça qui est Mais important. vous le vivez à travers votre tête, vous savez. Ah non, c'est vachement différent de vivre un événement en vrai que de Oui, s'imaginer avant. On oui, s'imagine des conneries c'est avant. plus Sinon, pourquoi les gens le font? Je m'imagine monter à cheval, je suis jamais monté à cheval, alors je n'ai pas besoin de monter à cheval. Mais les théories physiques que vous présentez, est-ce que c'est quelque chose qui est généralement accepté? Alors Ce ça sont là, là, au regard et oui. Alors, je vais vous dire, bonne question.
Pourquoi c'est pas, pour l'instant, ça a été présenté donc, au milieu des années 50, ça a été publié au milieu des années 70, il a publié des quantités de papier. Je vous dis, il y a une douzaine d'autres physiciens qui en ont parlé. Moi, je prends cet auteur parce qu'il me plaît, mais il y en a d'autres. Alors, pourquoi c'est pas la majorité des physiciens qui croient ça? Parce qu'ils disent, si jamais ça, c'est la solution au paradoxe EPR, alors ça va justifier la magie, les voyantes, les sorcières, les maisons hantées, les poltergeists, tout ce baratin, les prêtres exorcistes et tout ce truc-là que la science a combattu en fait. Donc ils se disent, les physiciens, ils disent, c'est pas possible, ça la solution, cherchons autre chose. Oui. Et vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la solution au paradoxe EPR, c'est-à-dire que c'est en accord avec la physique quantique et avec la relativité d'Einstein. Tandis que les autres solutions, soit ils disent que la physique quantique n'est pas complète, soit ils disent que l'information va plus vite que la lumière. Je crois que ça devient très technique. Voilà, parce que je vous dis, donc c'est pour ça que je prends cette théorie-là. Venez au colloque sur le temps dans le 9 juin si vous voulez. C'est où d'ailleurs ce colloque? Ah, c'est à Nice, au théâtre de Nice. Au théâtre de Nice. Le nouveau théâtre de Nice, là, à côté du musée d'art moderne qui est là-bas. Là. Le théâtre national de Nice, je crois qu'il s'appelle, hein, le 9 juin. Voilà. Il y a une technique de debug qui est un petit peu au milieu entre ce que vous dites aussi. Quand on a un problème, on est en train de programmer, ou qu'on a un problème à résoudre et qu'on n'arrive pas à le résoudre, il y a une technique qui s'appelle le duck debugging, qui consiste à prendre un objet inanimé et expliquer en détail le problème. Et en expliquant, puisque vous vous mettez dans une situation différente que celle où vous étiez depuis des jours et des jours, en expliquant le problème à cet objet inanimé, tout d'un coup vous avez l'inspiration et vous savez résoudre le problème. Et c'est très efficace. Oui, mais ça veut dire qu'on rend rationnel, qu'on se force à être précis sur le... C'est-à-dire, je suis pas sûr. On s'efforce à changer de repère. Oui, c'est de l'an. Oui. Un autre support pour la nouveauté. Le cerveau, enfin, les mécanismes du langage dans le cerveau, c'est les premiers mathématiques qu'on apprend, c'est le langage. Les enfants, les bébés de 1 an, quand ils vont apprendre une langue, en écoutant des rythmes, des intonations, du cause à effet, c'est du gros raisonnement logique. Donc en fait, quand on a une idée vague, le fait d'en parler à quelqu'un, même quelqu'un qui va juste écouter et qui ne va pas renvoyer, ça aide à préciser l'idée parce que la logique et le langage en fait sont très liés. Pour le coup, le littéraire et le mathématique ne sont pas du tout, sont très très liés dans le cerveau en fait, dans la manière dont on conçoit les choses. Donc c'est normal que verbaliser fait que on est beaucoup plus précis au niveau logique. Tristan, tu étais arrivé au bout de la présentation. Ouais. Alors merci. Merci. Du coup, je crois qu'on a fait un peu les deux en même temps, les questions et la présentation. On pourra continuer de toute façon s'il y a des thèmes à aborder après dans la partie networking. Je veux juste terminer en disant que tous les supports seront accessibles courant mai sur le site du Meetup. Donc le meilleur moyen, c'est d'aller voir. Et on met aussi les vidéos des présentations en ligne. Voilà. Donc je vous remercie. On va passer, je pense, à côté pour la partie networking où on pourra continuer à discuter. Voilà.